Merci à tous les quatre d'être intervenus. Il y a une question sur le chat. Euh, Est-ce que le programme COP, donc présenté par Sophie, s'adresse à tous les stades de la maladie et toute anomalie, ou est-elle Stade ciblée? métastatique et sur le carcinome bronchique métastatique, pas sur les stades localement avancés ou localisés. Il faut vraiment le stade 4. D'accord. Euh, dans l'intervention finalement de tous les quatre, là, en dehors peut-être du mélanome, on a l'impression quand même que le poumon devrait être le prochain candidat à un suivi de quelque chose de circulant pour prendre des décisions. Mais vous montrez bien, et Mel l'a repris d'ailleurs, les dangers d'être dans une phase décisionnelle. Donc à chacun d'entre vous, surtout les cliniciens, Maël peut intervenir plutôt pour nous alerter. Est-ce que vous pensez que dans 2 à 3 ans, il y aura une sorte d'usage habituel de cela, ce qui sous-entendrait, éventuellement la difficulté pour la communauté de pouvoir être dans le rythme, parce que tout cela ne sera pas si simple à organiser, ou est-ce que vous pensez que la projection de l'usage sera beaucoup plus lointain, qui laisse encore plus de temps, parce qu'il faut déjà y réfléchir si on veut faire des choses dans 2 ans. Sophie, Charlotte, je ne connais pas le prénom de Michael du Ruisseau. Je vous laisse intervenir pour avoir votre avis. Et Maël, tu interviens quand tu veux pour calmer le jeu ou les enthousiasmes. Voilà. En fait, je pense que ça dépend de résultats d'essais thérapeutiques qui se servent d'utilisation de séquençage d'ADN tumoral circulant, par exemple, ou d'autres marqueurs circulants comme outil de décision. Donc, quand on aura des essais qui démontrent la robustesse de ces marqueurs et l'intérêt de suivre leur évolution et de décider en fonction, cela pourra changer nos pratiques. Alors, il y a quand même plusieurs essais de phase 3, notamment dans le domaine de la maladie chirurgicale. Sophie et Charlotte les ont évoqués, avec des problèmes industriels très ambitieux qui proposent de stratifier les patients en fonction de la présence ou de l'absence de maladies résiduelles sur l'ADN tumoral circulant après la chirurgie et la chimiothérapie adjuvante si elle a lieu de se faire. Alors, les résultats, ça ne sera pas dans 2-3 ans, ça sera plutôt dans 4-5 ans, mais en vrai, si ces essais sont positifs, ça pourra, je pense, faire changer nos pratiques. Pour la maladie métastatique, c'est un petit peu plus complexe parce que, en fait, la définition de la maladie résiduelle est plus difficile puisqu'en fait, il y a toujours de la maladie en place, sauf exceptionnelle réponse complète. Et donc, on est obligé d'intégrer les données d'imagerie, potentiellement les imageries fonctionnelles, la toxicité de nos traitements, et on n'est pas dans un domaine curatif, donc répondre à la question est plus difficile. Moi, je pense qu'on n'aura pas de changement de nos pratiques sur des biomarqueurs circulants aussi proches que dans la maladie opérée, pour des raisons de difficulté à développer les biomarqueurs. Et puis, il n'y a pas tant d'essais de phase 3 qui se servent, enfin, il y en a même très peu qui se servent pour l'instant de, par exemple, la clairance moléculaire, là, comme on l'évoque dans le master protocole, pour valider une stratégie spécifique. J'avais quand même une question, et Sophie et Charlotte intervenant. Bien évidemment, tu peux ne pas être amené à décider sur quelque chose que tu détecterais, mais est-ce qu'éventuellement, ça peut modifier ton rythme de surveillance pour choper la reprise évolutive plus tôt, c'est-à-dire au lieu de faire, je ne sais pas quel est votre rythme de scanner quand c'est de la surveillance en traitement adjuvant ou au-delà ou en métastatique, j'imagine que c'est tous les peut-être 3 ou 4 mois, mais on a parfois dans des situations, dans un domaine qui n'est pas le même que le tien, lorsqu'on sent que ça va chauffer, des fois on fait un scan ou quelque chose à 6 à 8 semaines. On est moins des utilisateurs de PET dans ma spécialité parce qu'on peut détecter quelque chose qui bouge plus précocement et dans ces cas-là, qui enclenche un traitement, mais sur un argumentaire qui n'est plus
quelque chose de circulant, mais parce qu'on se met à avoir quelque chose. Est-ce que ça a été regardé ou est-ce qu'on peut penser que ça peut influencer ce rythme de surveillance pour déclencher un traitement adapté et non pas déclencher un traitement simplement sur des variations du DNA ou autres, telles que vous l'avez évoqué tous les trois? Moi, je reprends vraiment l'expérience du programme COP en cours parce qu'on a l'RCP toutes les semaines. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que sur une simple prise de sang, on peut quand même se dire que là, tout va bien. En fait, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, la progression plus rapide que sur le scanner ou au contraire, le patient pour lequel il ne faut pas trop l'embêter avec des images parce qu'en fait, on n'a aucune détection ou en tout Oui, cas, de progression de la maladie résiduelle. Dans ce sens-là, en tout cas, de moins demander d'examen, de moins faire venir le patient, je pense que oui, ça a son intérêt. Et de la même manière, et pour des raisons aussi, on ne l'a pas évoqué parce qu'on est sur un topo d'addiction oncogénique, mais même de prédiction ou de sensation de réponse ou de non-réponse à une immunothérapie seule, par exemple en première ligne du cancer bronchique. oui, Il ne faut pas escalader le traitement s'il se passe quelque chose, parce qu'on a décidé d'accord. de faire de la chimio-immuno. Tout ça, moi, je pense que ça peut vraiment rentrer en compte et l'évaluation de la maladie résiduelle a son intérêt là-dedans. Et tel que tu le décris, au-delà des centres experts qui sont représentés par vous trois et d'autres au niveau national, est-ce que vous pensez que ce que tu évoques pourrait commencer à rentrer dans une sorte de pratique communautaire dans un délai assez court où, comme l'a dit Michael, on risque, on évoque ça, mais finalement des applications à 3 à 5 ans, parce que j'imagine que ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément dans des centres experts, mais se posent peut-être des questions. C'est quoi ton avis, Sophie, sur ce point que tu viens d'aborder? Je rejoins assez Michael sur le délai. C'est sûr que, on a de plus en plus d'informations sur les stades localisés, moins en métastatique. Finalement, Apple, l'étude qui a été présentée à l'ESMO, c'est la première fois qu'on montre que la faisabilité technique existe, mais finalement, elle n'est pas forcément pourvoyeuse d'un grand changement thérapeutique. Donc je pense que oui, il y a quand même encore, oui, Beaucoup de boulot. ça se passe pas dans 2 3 ans, cette petite révolution. Je pense D'accord. il y a besoin d'un peu plus de recul. Oui, et Sophie? puis D'accord. la problématique, ça va être aussi l'implémentation. Alors nous, on est des centres, experts, effectivement, on y a accès facilement. Mais pour d'autres centres plus petits, surtout quand on se projette à l'échelle d'un territoire, ça va être l'acheminement. Comme on sait que le pré-analytique est hyper important, c'est l'acheminement, c'est les délais de rendu, l'implication que ça va avoir pour le patient derrière si on a les résultats en 2 mois au lieu des résultats en 2 semaines comme on peut les avoir nous. Donc il y a ça aussi, il va y avoir une organisation territoriale à gérer aussi par rapport à ça. D'accord. Et est-ce que justement, il y a des boîtes qui travaillent sur des prélèvements et des formes de conservation pour pouvoir faire du transport léger et facile? Parce que ce qui est circulant est en général beaucoup plus sensible. Délai court, est-ce qu'il y en a qui travaillent sur cette technologie ou Bah, pas? en tout cas, il y a des tubes spéciaux pour le matériel circulant. Alors, pour l'ADN circulant, en tout cas, c'est des tubes spéciaux avec un tampon particulier qui permet une conservation pendant quelques jours. Et après, ça va être éventuellement de discuter d'un technicage en local, mais ça va être la Voilà, problématique de la gros lot. fragilité des échantillons, hein. D'accord. Et oui, parce que pour avoir écouté Swanson et ses équipes sur d'autres tumeurs, on sent bien que tout ça reste malheureusement confiné à l'équipe locale qui monte le projet dans son application, qui serait le cas dans ce que vous dites. Je n'ai pas de nouvelles questions, à moins que quelqu'un me les fasse remonter. Est-ce qu'il y avait quelque chose de capital que vous aviez l'impression de ne pas avoir évoqué? En 1 minute, je vous laisse pas plus, chacun d'entre vous. Charlotte? Non, bah, moi, juste redire que je pense que c'est un outil très intéressant qui peut nous aider, notamment dans les décisions et pour éviter des surtoxicités, enfin des toxicités à des patients qui seraient dans le cadre d'un surtraitement. Mais maintenant, voilà, la faisabilité en pratique, il y a quand même beaucoup d'aléas et je pense que c'est quelque chose qui va être compliqué à mettre en place et ça va prendre effectivement, je pense, plusieurs mois, voire années, à rôder, comme on l'a vu aussi pour les analyses moléculaires sur des échantillons de tissus, en situation métastatique. Mais on peut dire néanmoins que le poumon est probablement dans cette avancée-là, Mmh. quelque chose qui est très spécifique et peut avancer, peut-être également le mélanome, mais probablement vous allez essuyer les plâtres pour nous dire comment mieux faire pour les autres. Donc Mmh. c'est important. Sophie?
Non, je rejoins ma collègue Charlotte. J'ai pas d'autres remarques. Je suis plutôt d'accord avec elle sur les limites techniques actuelles. Mais après, par contre, j'avoue que je suis assez optimiste et je pense que en fait, la manière de gérer les prélèvements et le conditionnement et le délai de rendu du résultat, en mon sens, s'améliore et peut encore jouer d'amélioration. Ok. Michael? Mais Michael nous a peut-être quitté puisqu'il avait une obligation, bien que je vois que son nom soit toujours là. Maël, veux-tu une vue un peu avec de la distance par rapport à tout ce qui a été dit? Voulais-tu rajouter quelque chose? Bon, je résume ce que j'ai dit en 2 mots. La première chose, c'était d'inviter à la prudence en regardant simplement le passé, même récent. Faut se rappeler que c'est quand même très, très difficile quand on s'engage, par exemple, dans une pratique diagnostique et qu'elle finit par s'imposer dans les pratiques. C'est très difficile de revenir en arrière. On l'a vu avec C'est pas plusieurs exemples possible. récents. C'est pas Bon, possible. souvent, c'est même pas possible, ou alors ça demande beaucoup de courage ou des pratiques assez discutables. Et par contre, évidemment, faut pas non plus que ça ferme la voie aux innovations. Ça me paraît certain. Et le deuxième point que j'ai signalé qui était plus positif, c'était que je pense qu'il faut pas hésiter aussi à réfléchir à de nouvelles stratégies thérapeutiques. C'est-à-dire quand on a de nouveaux moyens de détection, par exemple, en fait, on peut s'engager dans des stratégies différentes. C'est-à-dire que c'est pas la même chose en mieux, c'est peut-être des approches qui peuvent être différentes, qui peuvent être conçues. Donc c'est aussi voilà, ça c'est la note plus positive, je dirais. Merci à tous les orateurs. Merci au Cyril Briot d'avoir organisé ce webinaire. Merci à Takeda de nous avoir aidés puisque sans vous, ce webinaire n'aurait pas été là. Et merci à tous ceux qui l'ont écouté en direct et peut-être d'autres qui l'écouteront en différé. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne soirée, au revoir.